Merci pour votre participation pour cette troisième table ronde autour du digital. Ce soir, on va parler marketing digital et notamment la diversité des métiers qu'on va rencontrer dans ce domaine d'activité. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Gabriel Martin, Gilles Huard, Axel Marot et Paul-Emmanuel Géry. Je vais vous inviter chacun en fait, à vous présenter un peu rapidement votre parcours et comment est-ce que vous êtes arrivé un peu dans le marketing digital. Et ensuite, on va pouvoir développer ensemble ce que c'est que le marketing digital, ce que vous faites vous aujourd'hui dans vos métiers respectifs. C'est quoi un peu ce qui compose vos journées, vos activités, et où voilà, on va pouvoir parler marketing, communication, même combat, tout ça. Est-ce qu'on parle de la même chose? Et ensuite, où on va peut-être un peu plus pour nos étudiants faire un focus sur les compétences qui sont requises aussi dans ces métiers-là et sur lesquels nos étudiants pourront performer demain. Jean-Gab, est-ce que tu veux ouvrir la séance et nous parler de ton parcours? Avec plaisir. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur ce domaine-là au tout début de mes études. En fait, j'ai commencé en fait à coder en HTML avant de passer mon bac, donc c'était il y a bien longtemps. Après des études qui mélangeaient à la fois des aspects techniques et des aspects commerciaux, donc j'ai un passé un peu ingénieur et un passé commercial. J'ai fait un des premiers Master 2 qui existait dans le domaine. C'était un DESS e-commerce et gestion de projet Internet à l'époque. Et puis ensuite, j'ai rejoint un certain nombre de sociétés, plutôt des grands groupes internationaux. Un dans la bière. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Michelin à Clermont-Ferrand et je suis devenu responsable marketing digital Europe. Avant de venir sur Angers et de rejoindre une petite start-up qui s'appelait Evolis, qui est devenue une belle ETI. En rejoignant ce poste de marketing digital à nouveau et puis en prenant ensuite la gestion du marketing opérationnel de manière globale. Et puis il y a 2 ans, j'ai décidé de monter ma propre affaire où je conseille des entreprises sur leur digitalisation et sur leur approche marketing avec beaucoup de digital dedans. Et la structure s'appelle Pogo Marketing. Merci Jean-Gab. Paul-Emmanuel, de ton côté? Écoute, moi j'ai plusieurs vies qui ont finalement été assez complémentaires. J'ai démarré dans le journalisme après des études de communication. Je n'étais pas très loin d'ici, j'étais à Nantes, j'étais à It West, où je m'occupais de la rédaction, des matinales, des soirées foot, pas mal de choses, plein de bons souvenirs. C'était il y a longtemps, début des années 90. Et puis après, je suis intervenu dans pas mal de rédactions. Ça a été un petit peu le fil rouge de ma carrière, aussi bien en presse, en TV qu'en radio. Et puis, je me suis lancé dans la communication en montant une agence avec une amie fin des années 90 à peu près, agence spécialisée dans les technologies, parce que c'est un secteur qui m'intéressait depuis que j'étais tout petit. J'avais eu les Apple IIe, les ZX Spectrum, pour ceux qui connaissent, les vieux ordinateurs, les Commodore 64, voilà. Quand j'étais jeune, un petit peu comme toi, voilà, c'était déjà une passion. Et puis j'ai continué dans le conseil en communication, donc ça fait à peu près 25 ans que je fais ça. Je suis passé autrement, j'ai été également responsable de la marque chez BPI France. C'est une des entités de la communication qui s'occupe de la marque, image, studio, publicité. J'ai aussi été directeur marketing, responsable digital dans des médias, dans d'autres entreprises, et donc le consulting. En agence et puis en indépendant, ici à Angers depuis à peu près 1 an, où voilà, je conseille en communication, en marketing, en digital. C'est assez vaste, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Voilà, il y a beaucoup de choses. Merci Paul-Emmanuel. Gilles? C'est dur de passer après. C'est dur de passer après. Non, alors, pour moi, on va dire le marketing Internet n'était peut-être pas forcément le projet premier. Parce que j'ai commencé avec une licence d'histoire, je me destinais à être professeur d'histoire à l'origine. Donc voilà, il y a eu un gros changement. Mais finalement, je me suis tourné vers le tourisme culturel et c'est dans ce cadre-là que j'ai intégré un tour opérateur parisien spécialisé dans les voyages culturels, avec une première casquette dans la création des voyages. Et puis ensuite, j'ai pris la responsabilité de la communication du tour opérateur. Et c'est là que j'ai fait finalement la première découverte du web, où on m'a dit, il va falloir commencer à gérer les sites internet, chose que je ne savais pas faire. Il va falloir faire la publicité, avec des référenceurs qui m'envoyaient des mails, etc. Donc, j'ai fait mes premières armes avec le CNAM, en fait, pour apprendre la structure HTML, pour apprendre d'abord les bases du CSS.
prendre connaissance du milieu du web marketing par le biais de mon frère, avec qui vous avez eu la chance de travailler tous les deux, qui est également dans ce secteur-là. Et puis j'ai vraiment goûté à ça et j'ai souhaité me reconvertir. J'ai fait un master dans le marketing digital à Angers, donc un master 2. Dans ce cadre-là, j'ai pu intégrer une agence à Angers chez qui j'ai passé plusieurs années. Et puis un jour, le désir est venu de me lancer moi-même, d'évoluer seul. Donc ça fait plusieurs années maintenant. Je suis consultant plutôt spécialisé sur le référencement naturel et la rédaction de contenu. L'environnement Google me plaît beaucoup. Voilà. Axel, quant à toi? Moi, je termine cette table ronde où effectivement, moi, je suis freelance en social media depuis maintenant 1 an. Et avant, j'ai un parcours plus à la fois agence et annonceur. J'ai démarré vraiment dans une petite agence qui était à Avrier, à côté, qui s'appelle Community Web, qui existe toujours et qui intervient aussi à Magnifique. Sur la partie réseaux sociaux, à l'époque où les réseaux sociaux ne faisaient que de la communication, je pense qu'on en reparlera après, mais ça a bien évolué. Et où à l'époque, les réseaux sociaux récupéraient un peu ce que faisait la com, mais c'était pas le point de départ. Et après, j'ai évolué à la fois en agence et à la fois en annonceur. Et j'ai notamment travaillé pour Gémeaux, qui est un grand retailer français. Et j'ai pu voir sur ces quasiment 10 années toute l'évolution des réseaux sociaux et à quel point ils ont évolué. Et justement, ils sont passés de la pure communication à vraiment, je dirais, un écosystème qui rassemble à la fois le marketing et la communication et qui a une puissance aujourd'hui qui est vraiment très forte, surtout dans des secteurs comme un retailer de mode, par exemple, et où les réseaux sociaux sont désormais un point de départ et non plus un canal qui récupère et qui distille ce qui est décidé en amont. Donc voilà. Et après ces différents parcours, j'ai aussi eu envie de me lancer en freelance et désormais j'accompagne les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux pour à la fois comprendre les codes et avoir cette démarche un peu biphasée, entre guillemets, entre cette notion et cette volonté d'avoir de la communication et du sens, et aussi une approche très business de vente, notamment pour tout ce qui est marque en ligne, en fait. Donc voilà, un parcours plus petit, mais... Et donc là, à vous écouter tous les quatre, vous êtes tous les quatre issus du marketing digital, vous travaillez tous, mais alors vous faites des métiers qui sont presque radicalement différents à vous écouter, en tout cas qui sont très très différents, très diversifiés. Donc moi je suis coordinatrice pédagogique de l'école My Digital School, donc j'ai la chance de pouvoir côtoyer près de 200 étudiants à l'école du Bac+1 à Bac+5. Et j'en ai plein qui, voilà, quand on discute un peu orientation, métier, qui me disent « Ah mais moi demain je vais partir vers le marketing digital ». Alors est-ce que vous pourriez aider nos étudiants un peu à expliquer, à définir ce que c'est aujourd'hui que le marketing digital? Jean-Gab, qu'est-ce que... Question à la fois simple et compliquée. Je dirais que le marketing digital, c'est avant tout du marketing qui, avec le temps, s'est digitalisé le plus possible avec les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Il faut vraiment voir le marketing comme étant la base des 4P qu'on apprend à l'école, voire des 7P pour les services. Et chaque aspect, finalement, de ces 7P peut être impacté par le digital et la digitalisation. On peut avoir des produits qui vont inclure des fonctionnalités digitales avec des effets connectés. On a la distribution qui va se digitaliser avec l'arrivée du e-commerce. On a bien évidemment la communication qui se digitalise extrêmement fortement, mais on voit que chaque aspect peut être réellement digitalisé. Pour moi, le marketing digital, c'est voir vraiment comment on transforme le marketing, qui est avant tout comment on crée de la valeur pour le client en faisant une offre qui soit sur mesure et sur laquelle il retrouve de la valeur. Comment on peut faire en sorte justement d'appliquer toutes ces nouvelles fonctionnalités et toutes celles qui vont venir, parce qu'il y en a encore plein derrière à arriver, pour être à la fois le plus efficace possible et si possible, mais ça c'est plutôt ma fibre personnelle, le plus vertueux possible. Paul-Emmanuel. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter après ça, parce que c'est vrai que le digital il est partout maintenant, et par essence, je dirais que le marketing devient digital maintenant, comme tu le disais, dans les 4P, les 7P, les 5C, tout ce qu'on veut, voilà, il y a du digital qui arrive dedans, ça devient quelque chose d'important. On va dire qu'on peut plus dans le marketing aujourd'hui si on n'a pas une appétence pour le digital, ouais. Ça c'est sûr. En tout cas. Marketing digital, web marketing, ça ne veut pas un peu dire la même chose, Gilles?
Alors, si on va dans les définitions, alors, moi j'ai regardé les tendances, j'ai fait le curieux, Google Trends, les outils de Google que j'aime tant. On voit que les termes ils évoluent. Par le passé, on a beaucoup utilisé web marketing, les courbes descendent, il y a la stratégie digitale qui monte. Donc on pourrait se dire, finalement, les professionnels du marketing digital ou du web marketing suivent ces tendances, adaptent leur propre stratégie pour être visible en utilisant les termes que leurs clients utilisent. Après, si on rentre vraiment dans la définition, le digital, c'est l'ensemble des supports qu'on a à disposition. Là où le web digital nous renfermera un petit peu dans l'univers du site web et de ce qui gravite autour avec le web, c'est le réseau, hein, tout simplement. Donc, voilà, un univers qui est peut-être un peu plus fermé et qui, moi, en tout cas, me parle plus parce que je me concentre, je le disais tout à l'heure, sur le site web, sur comment je le fais monter, lui, avec des leviers qui vont moins passionner comme les réseaux sociaux, mais du coup, voilà, on est plus dans le marketing digital avec de l'emailing, avec des réseaux sociaux, et peut-être plus un peu confiné dans le web marketing avec mon métier autour du site lui-même. Moi, je ne m'inclurais pas, par exemple, dans du web marketing, mais je m'inclurais dans du marketing digital, par exemple. Si on peut donner... complètement. Une autre remarque, une autre réflexion que les étudiants vont nous faire, c'est ah ouais, le community management, les réseaux sociaux, ouais, c'est vraiment mon truc, j'ai vraiment envie d'y aller. Mais en fait, le community management, c'est quoi dans cet écosystème du marketing digital? Alors déjà, il y a une grosse différence entre faire du community management à titre personnel et à titre professionnel. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est un peu rude à se rendre compte une fois sur le terrain. Parce que c'est très différent, en fait, de parler de soi ou de parler d'une entreprise, de mettre du sens. Et moi, je dis toujours que mon métier, je suis vraiment là pour mettre en valeur l'écosystème global d'une entreprise. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance, mais d'une plateforme de marque qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus globale. Et moi, je suis vraiment là pour mettre en valeur toutes ces décisions et toutes ces prises de parole de marque. Donc, ça veut dire que vraiment ce travail de plateforme de marque, qui est parfois oublié aujourd'hui, il est essentiel parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils sont très, très gourmands en contenu. Donc, il faut avoir des choses à raconter. Donc, il faut vraiment plus se cantonner à la vente de produits simples, ou en tout cas, il faut savoir raconter son produit. Et je dirais que le marketing digital, dans l'évolution, c'est ça aussi, c'est de faire évoluer les business models et de faire comprendre aux marques que le produit ne suffit plus, ni le canal de vente, mais qu'il faut vraiment avoir des produits qui racontent quelque chose. Et les réseaux sociaux poussent, je trouve, à faire ça, à se poser beaucoup la question du sens des 4P, justement, de toute cette notion de base. Parce que finalement, on se rend compte que s'il n'y a pas cette base-là, oui, on pourra faire des Google Ads, des choses comme ça, et elles ne seront pas très pertinentes parfois parce que ça va manquer, mais on va pouvoir les faire techniquement. Par contre, les réseaux sociaux, s'il n'y a pas un travail de plateforme de marque qui est solide et qui est fait, on ne pourra pas le faire du tout. Donc c'est vrai que... Le fameux storytelling. Le fameux storytelling, qui n'est pas en 20 mots, parce qu'on a besoin de... On en a vraiment besoin du storytelling. Et on n'a pas besoin que pour les réseaux sociaux, hein. C'est un vrai travail de fond pour l'entreprise. C'est pas juste de se dire « Ah, il faut que j'ai quelque chose à dire sur les réseaux sociaux ». C'est vraiment un ADN de marque qui est hyper fort et qui permet aussi à une marque de se pérenniser. Donc là, concrètement, si je vous écoute, si on ne connaît pas fondamentalement son produit, sa marque, si on n'est pas droit dans ses bottes quelque part sur sa marque, on aura beau aller n'importe où sur les réseaux sociaux, sur les sites internet ou quoi que ce soit, on fait un peu chou blanc en fait. Vous avez tous les deux parlé des bases spécifiques, mais on doit tout le temps se poser la question de quelle est ma cible, quel est mon marché, quel est mon environnement concurrentiel. C'est des choses qui embêtent nos étudiants, parce que finalement, quelles que soient les matières qu'on fait, on commence par là. Mais c'est la base pour tout le monde. Donc, incontournable. On m'a dit récemment, ah oui, des personas, c'est bien, on en fait à chaque cours. Alors pourquoi est-ce qu'on en fait partout des personas? On a besoin, comme tu disais, de connaître ses cibles, un petit peu à qui on va parler. C'est d'autant plus important. Déjà, quand on vend quelque chose, il faut connaître évidemment la personne à qui on le vend, du moins comprendre. L'utilisateur est centrique. Voilà, on est centrique utilisateur. Et il est d'autant plus important aujourd'hui que pour les entreprises, pour les marques, avant, la communication se faisait d'une manière assez descendante. Tu faisais la publicité à la télé, le consommateur la regardait et il achetait ton produit. Voilà. Aujourd'hui, ça a changé. Le consommateur devient une sorte de consommateur, si on peut dire ça comme ça. Et ce qui veut dire qu'il a besoin à la fois d'entamer un dialogue avec une marque. C'est ça qui va la différencier. C'est pas que ses produits et ses services. C'est aussi l'image, comme tu parlais, de l'image de marque.
le dialogue qu'il va réussir à avoir avec ses consommateurs. Et ça veut dire que pour ça, tu dois créer du contenu, tu dois créer du dialogue. Voilà. Donc, évidemment, pour créer du contenu, du dialogue, pour aller sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il faut savoir à qui on parle. C'est pour ça que les personas, ça permet tout simplement, évidemment, c'est pas exhaustif un persona, mais d'avoir comme ça 4, 5, 6, 7 cibles, ça personnifie, je dirais, ceux à qui on s'adresse. Et ça aide les étudiants de se dire, tiens, ce site internet, tiens, ce post sur les réseaux sociaux, je le fais pour Madame Michu qui a 40 ans et qui fait tel boulot. C'est quelque chose qui va les aider. Moi, aujourd'hui, je suis une marque, je veux vendre mon produit. Je vais directement sur les réseaux sociaux, j'ai mon plan de com, je vais faire toute une édition de contenu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en dites ? Le fait de se dire, je ne raisonne que réseaux sociaux et pas 360, c'est-à-dire ne pas aller voir un peu sur les sites, un peu d'email, un peu de tout ça. Souvent, on entend ça, non, je ne vais faire ma com que par les réseaux sociaux. Il faudra forcément faire un petit audit avant de certains objectifs parce que peut-être qu'on ne va pas réussir à tout cocher en fait. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, la difficulté, c'est que c'est à la fois un mirage et à la fois une opportunité. C'est de super opportunités pour développer la communication, pour faire du marketing, mais c'est aussi parfois un mirage où on a l'impression que tout se fait par ce canal, alors que non, les réseaux sociaux, c'est un composant d'un écosystème qui est beaucoup plus large et qui doit apprendre à... c'est comme une balle rebondissante en fait. Un bon écosystème, c'est un écosystème qui se répond. Et les réseaux sociaux font écho à ce qui est fait en newsletter, à ce qui est fait sur le site, à ce qui est fait en référencement. Et tout ça doit travailler ensemble, en fait. Et donc, il n'y a pas un n'est pas meilleur que l'autre, mais c'est un écosystème qui fait que la communication et le marketing digital est performant. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec Félix, mais voilà, c'est vraiment un écosystème. Et tu dois renvoyer quand même à un moment donné vers un point de vente physique ou digital. Donc, il y a bien un moment donné où tu vas avoir certainement peut-être un site internet pour finaliser une transaction ou une application ou quelque chose d'autre. Alors, quand même si les réseaux sociaux... Même si tu peux le faire, évidemment. N'empêche que la plupart complètement. Il y a un point qui est important aussi, c'est que les réseaux sociaux, en fait, on ne joue pas dans sa propre cour, on joue dans la cour des réseaux sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne vous appartient pas. S'ils décident de changer les règles, eh bien demain, il y a un changement d'algorithme, quelque chose qui se passe, vous serez moins visible et ça va impacter votre business. Si vous avez un site web, il vous appartient, ce que vous mettez dedans vous appartient, vous pouvez le gérer. Il faut savoir vraiment mesurer les jeux, même si j'entends bien, certains produits, certains services, effectivement, axer un petit peu plus le travail sur les réseaux sociaux a beaucoup plus de sens. En effet. Mais c'est comme le jeu d'Amazon en fait. À partir du moment où on vend sur Amazon, et on est tributaire des règles d'Amazon. Donc effectivement, c'est pour ça que je parlais d'écosystème, c'est qu'il y a des écosystèmes où on est propriétaire et d'autres où on ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment créer quelque chose de solide, il faut avoir tous ces composants. Comme disait ma grand-mère, ne pas mettre tous les deux dans le même panier. Exactement. D'où est vraiment l'essor du multicanal, voire de l'omnicanal. On est vraiment rentré là-dedans. Et ce que vous étiez en train de dire sur les règles des réseaux sociaux est également vrai sur Google. Si demain, il y a une grosse mise à jour algorithmique, j'ai joué avec le feu, je disparais. Heureusement que j'ai d'autres leviers qui me permettent d'être encore visible, d'être encore présent. Et puis tu te rends compte également, et ça se voit souvent dans la grande distribution, que l'acte d'achat ne se fait pas forcément en ayant vu un message sur une seule plateforme. C'est en réalité une accumulation. C'est déjà la répétition, il faut voir 10-12 fois une marque pour commencer à l'intégrer dans son choix. Et après, j'ai reçu un email qui m'a dit tiens, viens acheter ça. Puis je l'ai vu sur Instagram, une super belle photo. Et en plus, derrière, je ne sais pas quoi, j'ai été sur le site et là, j'ai finalisé l'achat. C'est souvent un ensemble, c'est pour ça qu'on parlait du 360. Il faut cerner le consommateur, il faut cerner le persona. Et c'est tout ça qui va petit à petit le pousser à acheter. Très souvent. Très souvent. Il y a un point que j'aimerais bien qu'on aborde. Parfois, pour les étudiants, le marketing, communication, tout ça, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous pourriez donner des exemples parce que voilà, le marketing, communication, pour certains, c'est un peu la même chose, alors que non, c'est deux éléments qui sont vraiment complémentaires. Après, suivant la taille des entreprises, on peut faire un peu tout. Les postes peuvent être vraiment très hiérarchisés. Est-ce que dans vos différentes expériences, vous pourriez expliquer un peu comment c'était organisé dans vos entreprises? Je commence très bien par toi, Jean-Gab. Des expériences à Michelin et Evolis où c'était probablement beaucoup plus hiérarchisé que... Bien évidemment. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que le marketing, ça va intervenir
au niveau de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que ça va avoir un impact sur ce qui est proposé, vendu, la manière de toucher les clients, donc c'est un impact direct sur le chiffre d'affaires. J'aurais tendance à dire que le marketing, c'est vraiment la vision un peu stratégique de tout ça, de comment on va l'organiser. Là où après, plus on va aller vers la communication, mais aussi le web marketing ou d'autres aspects, plus on va rentrer dans du tactique, voire de l'opérationnel. Donc c'est voir comment ces deux-là s'articulent. Après, c'est vrai que selon les organisations, on va se retrouver dans des petites structures où il y a une personne qui va tout faire, ou après dans des plus grosses structures où effectivement on peut même avoir là un service de marketing digital qui est relativement conséquent, qui va travailler de pair avec un service de communication plutôt marketing, donc Marcom, et de pair avec un service de communication institutionnelle. Donc là, après, ça peut être très très large. Donc, il y a toute forme d'organisation qui peut exister en fonction de la taille de l'entreprise. Chez Géo, vous étiez organisé comment? Il n'y avait pas forcément un service marketing et un service communication, il y avait plutôt un service communication et un service web. Alors ça, c'est encore différent. Mais en 4 ans de boîte, j'ai vécu à peu près 4 organisations différentes, donc ça dépend vraiment des structures. Après, je trouve aussi que souvent la différence, ça se fait sur l'analyse et les attentes. Le marketing, on va vraiment plutôt se fier sur des KPI très commerciaux finalement, là où la communication va plus chercher des KPI de visibilité ou des KPI de sens. Mais encore une fois, c'est un petit peu comme web marketing et marketing digital. Je trouve qu'il n'y a pas forcément d'organisation qui soit finalement idéale. Le tout, c'est comment s'organisent les gens à l'intérieur de ces services-là et est-ce qu'ils arrivent à bien communiquer. Mais je ne dirais pas aujourd'hui qu'il y a d'organisation idéale. Et le marketing, en vrai, devrait inclure de la communication. Et quand on fait de la com, on doit toujours avoir aussi l'idée de faire du marketing. Donc, au final, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'organisation qui soit définie, en fait. Gilles, il me semble que tu as travaillé dans une agence de communication. Alors, du coup, chez un tour opérateur où j'ai eu les deux casquettes à la fois du côté de la création des voyages eux-mêmes, et où là, même si c'était ce qu'on appelait le service technique, mais en fait, il y avait cette réflexion marketing constante. C'est-à-dire qu'on avait une clientèle qui était assez particulière, c'est voyages culturels, donc souvent CSP+, des anciens enseignants, donc il faut avoir un contenu culturel qui soit à la hauteur, qui soit adapté à l'âge aussi des clients, etc. Avoir une offre tarifaire qui corresponde. Donc il y avait tout ce qui était cette réflexion-là qui est finalement aussi le marketing. Je suis sur mon produit, je suis sur mon prix, etc. Et chose que je n'avais plus du tout, ces préoccupations liées au produit, liées au prix lui-même, quand j'ai pris en charge le service communication, où là j'étais vraiment plus sur la distribution, sur la visibilité, sur la mise en lumière de ces produits-là. Mais finalement, j'étais le dernier pilier. Après ces 3 autres piliers du marketing, on retrouve nos 4 grands P, et finalement, la communication, c'est le dernier pilier. Donc, moi, ça m'a permis, j'étais très heureux de voir ça, c'est que j'ai pu voir toute l'étendue de la vie du produit dans cette entreprise-là. C'est vraiment un maillon de la chaîne. Exactement. Emmanuel, toi, tu étais dans des institutions. J'ai vécu les deux, comme vous disiez, c'est vrai que c'est un des P. Quand on parle de marketing, c'est quoi finalement le marketing d'entreprise? En gros, c'est d'optimiser, moi ma définition, c'est d'optimiser les investissements qui ont été faits par les actionnaires. Et dans ce cadre-là, on fait une stratégie. Et un des piliers de la stratégie, évidemment, outre le prix, le produit, ça va être toute la partie communication. Donc, quand on fait du marketing, on fait de la communication. Voilà. Moi, j'ai eu un poste comme ça dans une entreprise où c'était directeur marketing et communication. Il y avait les deux. Après, parfois, ça va être séparé. Alors, pourquoi? Ça dépend du dirigeant, ça dépend de l'histoire du groupe, ça dépend de la taille, parce que ça peut être bien, comme tu le dis, comme le disait ta grand-mère déjà, qui est en avance sur la partie marketing, c'est que c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et que c'est bien de concentrer peut-être les gens sur des cœurs de métier un petit peu différents parce que ça demande quand même des compétences spécifiques. Voilà, un data analyst, il ne va pas savoir organiser un événement et réciproquement. Voilà, c'est des métiers quand même un petit peu différents. Donc par exemple, chez BPI France, il y avait une direction de la communication et à côté, il y a des directions en marketing. Là, c'est vrai que très souvent, c'est souvent dans des grands groupes, dans des grands groupes où là, quand on est à la communication, on va s'occuper peut-être plus de l'image de marque, on va travailler sur l'événementiel, sur la com interne, on va travailler, voilà. Donc, ce qui veut dire que la communication publicitaire va peut-être être faite par le marketing, la communication d'image va être faite par la communication, voilà. Mais il y a imbrication, il y a forcément toujours dialogue, parce que ce que dit l'un ne peut pas être le contraire de ce que dit l'autre, ça doit être en adéquation en permanence, et que la communication se nourrit aussi de la stratégie et des datas du marketing. C'est quelque chose qui va être important. Donc, voilà, j'ai tout vu comme organisation, on n'a pas le meilleur, c'est vraiment une question d'hommes, de
de services, de produits, d'histoires, de marché. Voilà. Ça marche. Alors, dans les missions d'un professionnel du marketing digital, là, depuis le début, on a vu que vous aviez tous les quatre occupé des postes très différents par le passé dans des entreprises. Aujourd'hui, vous êtes tous à votre compte. Mais concrètement, au cours de vos journées, vous faites quoi, en fait? Si on voulait dire à nos étudiants qu'est-ce que c'est que le métier de... Qu'est-ce que tu fais, toi, Axel, dans ton métier de community management, ou Jean-Gab, Paul-Emmanuel, de tous les deux sur des métiers de consulting, plutôt en marketing communication. Toi, Gilles, sur du référencement SEO, rédaction web. Est-ce qu'on peut là, faire un peu un tour de table et expliquer concrètement un peu... Alors, une journée type, on voit des exemples, des anecdotes. Je vais vous laisser un peu dire ce que vous avez envie de mettre en lumière. Seth, tu veux démarrer? Eh ben, pas de souci. Moi, j'ai différents pôles. Il y a vraiment une partie stratégique où là, je vais accompagner les entreprises. Donc là, je suis plus sur de la prise de recul et pouvoir conseiller sur des axes de communication et des mises en place opérationnelles sur les réseaux sociaux. Et je ne vais pas forcément faire. Là, je vais donner des guides et je vais accompagner en fait les entreprises. Et il y a la partie opérationnelle où là, je fais des plans de contenu et j'organise du contenu, des visuels, des textes, je publie sur les réseaux sociaux. Donc une partie vraiment très opérationnelle, une partie stratégique. C'est à peu près ça mon quotidien. Et puis voilà, moi j'ai aussi un podcast où je raconte mon expérience entrepreneuriale, donc ça fait aussi partie de mon quotidien, de faire de l'opérationnel, d'enregistrer, de monter, de faire tout le contenu par rapport à ce podcast-là. Donc c'est ça un peu mes journées. Une journée type, c'est à la fois une partie stratégique, à la fois et accompagnement, et je dirais gestion de projet, parce que on pense toujours que le community manager, il ne fait que poster, mais en fait poster la photo et le texte, c'est 5% du temps de community management. Parce qu'avant, il faut récolter les informations, il faut organiser un planning, il faut voir si ça correspond à la stratégie globale. Et finalement, le fait de réellement poster, c'est très peu de temps sur un temps de community management. Donc, je dirais que mon temps, il est entre la gestion de projet, entre la stratégie et l'opérationnel, terrain. Voilà. Gilles, de ton côté? On va retrouver des éléments communs, c'est cet aspect stratégique qui est présent partout. C'est que même en référencement naturel, quand je commence une journée ou une demi-journée au service d'un des clients, je rabats les cartes, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière session que j'ai pu faire pour ce client? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les résultats que j'ai obtenus? Donc d'abord une analyse, pour qu'on sorte le plan d'action qui va aller ensuite, dans le sens où si je constate des évolutions sur un positionnement mot-clé, sur des évolutions de trafic sur des pages de destination, etc., je dois prendre les mesures qui vont permettre de corriger ça. Donc, réflexion, stratégie. Ensuite, de l'opérationnel. Ça va passer par l'optimisation on-site. Alors, je n'ai pas un profil très technique, donc ça passe aussi par des préconisations pour des développeurs si j'ai des besoins vraiment techniques sur le site web. Par la création de backlinks, donc de la rédaction, des relations partenaires, etc., avec des plateformes d'achat, pourquoi pas. Et puis, alors, moi, il y a une dimension que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est l'accompagnement du client lui-même. Je mise beaucoup sur ce que j'appelle de la pédagogie, ou en tout cas de l'information, pour faire en sorte que mon client puisse aussi monter en compétences. Ça a été d'ailleurs le sujet de mon mémoire de master, hein, quand j'ai fait ce master en web marketing. C'est l'importance, finalement, que mes clients comprennent ce que je fais. J'ai un exemple très concret, c'est que j'ai un client assez récent, et trop récent en tout cas pour qu'on puisse observer des résultats sur de l'évolution de trafic, sur de l'évolution de prise de contact. Mais c'est pas grave, je peux lui montrer quand même ce que je fais, via des outils, via des rapports, via de l'explication. Et finalement, sur cet échange d'une heure, il est extrêmement satisfait de savoir ce que je faisais exactement. Et pour moi, ça fait vraiment partie de la mission importante. Je le fais avec les étudiants avec plaisir, mais je le fais vraiment avec mes clients aussi avec le même plaisir, dans le sens où il n'y a pas de mystère, quoi. Je les vois comme des partenaires du travail. Donc, cette dimension relation avec mes clients, c'est peut-être pas celle qui prend forcément le plus de temps, mais c'est celle qui, pour moi, est la plus importante. De votre côté, en tant que consultant marketing communication, Jean-Gab et Emmanuel, du coup, concrètement, dans vos journées, c'est pareil, vous faites quoi, en fait?
C'est une super question. J'ai demandé à mon fils ce jour de me dire, d'après toi, je fais quoi? Il m'a dit, oh, tu bidouilles des trucs de marketing sur Internet. Je lui ai promis que j'en parlerai lors de cette webinaire. Il n'y a pas de journée type, vraiment. Moi, je suis dans une activité qui est un peu particulière parce que ce que je propose, en fait, c'est de la direction marketing à temps partagé. Ce que je faisais avant pour des groupes assez larges, je propose pour des groupes ou des entreprises plus petites, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer quelqu'un à plein temps, mais qui veulent quand même progresser. Donc en fait, je vais remplacer potentiellement le directeur marketing, voire même des parties de l'équipe qui ne sont pas là. Et je vais être amené à faire un certain nombre de choses par moi-même, à commencer par des aspects plutôt stratégiques. On va travailler pour bien comprendre qui sont les clients. Donc désolé messieurs, dames, et oui, je fais aussi des personas et des customer journey maps et ce genre de choses. Mais ça permet de bien comprendre et après de pouvoir poser une stratégie marketing, de regarder quelle est l'offre de la société, comment on peut la faire évoluer potentiellement avec des nouveaux produits, des nouveaux services, et puis derrière mettre en place une recommandation de plans d'action marketing avec des objectifs derrière et des outils, très certainement des mises en place de CRM, d'outils de marketing automation, plein de choses comme ça. Et puis après, dans l'implémentation, je vais accompagner le client. Donc soit je suis amené à le faire par moi-même parce que j'ai les compétences. Donc effectivement, j'interviens sur la rédaction de contenu, sur du SEO, sur un petit peu de community management, sur des campagnes en ligne. AdWords, Facebook Ads et ainsi de suite, enfin, tout le panel. Et puis je suis amené aussi à sous-traiter parce que bien évidemment tout ça prend beaucoup de temps et moi je prends beaucoup plus de plaisir à gérer l'aspect stratégique et le pilotage de tout ça que à gérer vraiment les aspects opérationnels. Donc je suis amené à travailler avec des partenaires externes avec qui on se partage le travail et avec qui on a joie de voir les résultats chez les clients. Ça ressemblait un petit peu à vos journées. Alors moi, je reprends la journée d'hier, qui était une journée qui me semblait assez diversifiée. Il y a des journées où on est plus monotâche, mais voilà, ça dépend. Et effectivement, comme vous le disiez hier, il y a toujours un aspect... hier, par exemple, il y avait un aspect aller dans les 5 réunions de la journée. Il y en avait qui était stratégie de contenu pour une start-up. Une autre, c'était pour un grand groupe. Derrière ça, j'ai enchaîné sur des podcasts aussi, parce que je fais des séries de podcasts et un webinaire également que j'animais. Et puis, dernière réunion de la journée, là, ça a été la partie événementielle et communication. Là, cette fois-ci avec BPI France, où là je travaille notamment sur BIG, qui est BPI France Innogénération, qui est un gros salon qui a lieu au mois d'octobre. C'est un des plus grands rendez-vous business d'Europe, c'est le plus grand. Et quand on veut créer sa boîte à développer à l'international, trouver du boulot, c'est vraiment un truc qui est super. Plein d'ateliers, plein de conférences, des top speakers. Là, vous allez me dire, c'est la com, c'est l'événementiel web digital. Ben, le digital, il est partout. L'an dernier, avec le Covid, on a réagi évidemment là-dessus pour qu'il y ait quand même l'événement. Et ce qu'on a fait, c'est un événement digital. Donc, des gens en présentiel, mais beaucoup moins. Au lieu de 50, 55 000 personnes, c'était quelques milliers. On ne pouvait pas dépasser 1000 en temps réel. Et puis des gens qui pouvaient voir en direct live des ateliers et en replay aussi. Et qui pouvaient faire des rendez-vous également business online. On a eu, je crois, 15 000. Donc, c'est-à-dire que le digital, il est partout, même dans l'événementiel maintenant. Ça, c'est un petit peu une journée type. Évidemment, les autres jours, comme vous le disiez, on va faire de la gestion, on va discuter avec les partenaires. Ce que tu disais, c'est tout à fait intéressant, c'est effectivement discuter avec les clients pour les faire monter en compétences et donc pouvoir aussi leur proposer d'autres produits et puis aussi d'autres opérations à faire. C'est un petit peu tout ça. Voilà. Alors là, on pouvait penser que le métier de community manager, finalement, c'était passer son temps sur Facebook. Ça peut. Je suis déçu. À vous écouter, on a une grande dimension humaine et relationnelle avec le client, avec de l'écoute, du dialogue, de la gestion de projet. Voilà, c'est un peu les quelques mots là, qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. Si on voulait parler compétences, qualité pour ces différents métiers-là, pour nos étudiants, et aujourd'hui, si demain ils veulent sortir du lot, parce qu'il y a quand même du monde sur le marché du travail, il y a beaucoup de besoins. On en parlera un tout petit peu plus tard. La prochaine conférence qu'on organisera autour du digital parlera de la digitalisation des entreprises. Donc, on aura d'autres opportunités d'approfondir ces sujets-là. Donc, il y a beaucoup de besoins, mais il y a aussi beaucoup de monde. Alors, si, moi, demain, je suis sur le marché du travail, je veux sortir du lot, je veux dire aux entreprises, c'est moi qu'il faut prendre, c'est quoi les compétences qu'il faut mettre en avant et qu'il faut vraiment approfondir. Je pense qu'on lancerait tout le temps les mêmes. Je suis curieux, je suis à la... Non, moi je le vois, et par rapport aux étudiants, il y a des étudiants auxquels je pense et qui je trouve peuvent sortir du lot, c'est qu'ils sont déjà actifs. Ils n'attendent pas d'être dans la vie active pour être actifs, si je peux me permettre ça, mais ils ont déjà leur projet.
Et finalement, ils vont arriver face à des entreprises en montrant déjà des résultats obtenus. On va leur en parler, on leur en parle déjà avec le portfolio qu'ils doivent faire dans l'année, nos étudiants de B3, mais ils ont déjà des preuves de ce qu'ils savent faire, et ce n'est pas juste des arguments sur le papier. Complètement raison, et si je peux appuyer ce que tu dis, c'est qu'il y a un truc que je ne supporte pas sur les CV, c'est les étoiles. On va dire 5 étoiles en HTML, 3 étoiles en CSS, tout ça. Parce que ça m'est déjà arrivé de voir un candidat où il avait fait 2 chapitres du HTML pour les nuls et il était persuadé qu'il valait 5 étoiles. Ça ne veut rien dire. Ce qui est important, comme tu disais, c'est de pouvoir prouver ce qu'on fait. Donc si on a un site, un blog, un email, même si on l'a fait pour soi, pour un copain, pour une association, pour tout ça, c'est génial. Et puis aussi, c'est vrai qu'on a des étudiants qui sont bien dynamiques. Il y en a certains qui ont déjà leur boîte, leur start-up. Quand on peut montrer concrètement et puis montrer un côté entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre en charge des projets, de faire des choses, de se prendre en main, ça c'est des plus, ça fait vraiment la différence. Et c'est, voilà, ça fait la différence. Moi je le vois dans tous les recrutements, c'est souvent ceux qui avaient leur petite structure à côté ou du moins qui pouvaient trouver tout ce qu'ils faisaient, qui l'emportaient. Puis c'est facile aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu accessible gratuitement. Il y a beaucoup d'outils digitaux qui peuvent être pris en main très facilement et gratuitement aussi. Donc, c'est vraiment l'occasion de se tester, de tenter des choses. Tant pis si ça ne marche pas très longtemps, tant pis si ça ne deviendra pas son métier pendant 10 ans. Mais en tout cas, le fait de tester, c'est forcément ultra formateur et ça apprendra forcément des choses. En plus de crédibiliser, je dirais, son profil dans une entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à tester par soi-même et à... Voilà, c'est des moments où vous avez du temps aussi, où vous avez vraiment c'est le moment de se tester. Donc, allez-y. Franchement, c'est vraiment c'est le conseil que j'aurais, c'est ce que vous avez dit. Hein. C'est vraiment de tester des choses et de lancer et d'apprendre en faisant quelque chose. Voilà. Et oser se tromper. Et oser se tromper, au contraire. C'est tout vraiment oser réussir. Oui, et oser réussir. Mais... Ça me rappelle une petite anecdote. Je parlais de trucs d'il y a 20 ans, mais vous m'excuserez. Mais pour illustrer ça, effectivement, lorsque j'avais une vingtaine d'années et que je cherchais du travail, j'avais pour envie de travailler dans l'industrie automobile et dans le domaine digital. Et j'avais monté à l'époque un blog où je faisais une veille sur tout ce qui se passait au niveau digital dans le domaine automobile. Et un jour, j'ai donc eu cette offre d'emploi qui est apparue en disant « Michelin cherche un responsable marketing ». J'ai envoyé mon CV qui est arrivé parmi les, je pense, 700 candidatures. Et ce qui a fait la différence, c'est ce blog, parce que je sais qu'ils sont allés voir, j'ai vu des visites dans les stades qui venaient de Clermont-Ferrand et la personne m'en a reparlé. Donc faites des choses, montrez que vous avez envie, et s'il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui vous donne la possibilité de faire, faites-le quand même. Et si vous arrivez aussi dans une entreprise en entretien, arrivez avec l'envie d'aider et montrez-le. C'est-à-dire que si vous avez été sur leur site, vous avez remarqué des choses qu'on pourrait améliorer, dites-le. Participez, je dirais, à l'amélioration, et si ça ne se fait pas, c'est pas grave, mais ayez envie de donner de votre temps, de votre énergie, parce que l'énergie, elle est communicative. C'est vrai ce que tu disais, aller sur le site de l'entreprise, c'est tout bête, mais là, dans les qualités, je dirais un peu classiques, on parle de curiosité. Curiosité, c'est le minimum quand on va voir une boîte, c'est de se renseigner sur l'entreprise. Nombre de candidats que j'ai vus, s'ils arrivent, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là, on a dû les mettre dans un sac, et puis les jeter devant la porte, et puis se rentrer dans la pièce, ils ne savent pas pourquoi, comment, quelle entreprise, ce qu'ils viennent faire. Ça, c'est vraiment un truc. Regardez, intéressez-vous, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, sur le site, leur communication, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'a dit le grand patron dans sa dernière interview. C'est un truc vachement important. Et d'une manière générale, la curiosité, je sais qu'on fait de la veille, je sais souvent dans nos cours. Voilà, qu'est-ce qui se fait en ce moment, qu'est-ce qui est tendance, c'est quoi la campagne de com, de marketing qui a bien fonctionné. Intéressez-vous vachement, ça se verra dans la discussion. Si vous êtes curieux du monde qui vous entoure, dans plein de domaines, hein, artistique, professionnel, tout ce qu'on veut, ça se verra. C'est d'autant plus important dans le domaine digital parce que ça nécessite, c'est un métier qui nécessite beaucoup d'agilité intellectuelle parce que ça évolue en permanence. Donc, si on ne voit pas que vous êtes intéressé, que vous êtes au fait des dernières tendances, effectivement, on va se dire, bon, il y a déjà un souci parce que la personne, elle n'est pas à fond dedans. Donc, montrez ce que vous savez et puis que vous avez envie d'y aller, tout simplement d'apprendre et de continuer. En éducation, j'ai passé un entretien sur un poste très SEO. Clairement, on m'a demandé ce que j'améliorais en SEO sur le site. Donc, c'est bien, j'avais pu anticiper, j'avais pensé à ça, mais c'était la question piège. Si je n'avais pas regardé l'aspect SEO alors que je venais pour ça, déjà c'était fini. Donc, on a osé anticiper ce genre de choses. Si vous venez pour un poste de community manager, regardez la stratégie qui est mise en place, etc. sur tous les devis. Je terminerai peut-être sur un point. Il y a
une compétence, on n'en parle pas beaucoup parce qu'elle est un peu difficile à obtenir, mais elle est clé dans le marketing et dans tous ces métiers qui gravitent autour du marketing, c'est l'empathie. C'est la capacité à comprendre ce qu'un client va avoir en tête et de se mettre à sa place. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment chercher à développer, mais de manière générale dans la vie, parce que c'est la meilleure manière pour pouvoir communiquer efficacement. Mais aujourd'hui, moi, c'est ce que je vais regarder avant tout chez un candidat qui va venir et qui cherche un poste en marketing, c'est sa capacité à comprendre et à se mettre à ma place, à la place de quelqu'un d'autre, à la place du client, essayer de comprendre comment je vais lui parler, et comprendre ses besoins pour lui adresser la bonne solution ou le bon message de communication, tout simplement. Empathie et transversalité, parce qu'au sein d'une entreprise, il faut être prêt à discuter avec un ingénieur, un commercial, quelqu'un à la com, voilà, il faut être capable de parler avec tout le monde, c'est vachement important. Il y a une autre qualité, alors qui va les embêter certainement, parce qu'on a parlé des personas qui étaient embêtants, il y a l'orthographe et la grammaire. Voilà. On va dire dans le digital, on a engagé SMS, voilà, ok, mais non, parce que outre la rigueur, l'orthographe et la grammaire, ça fait aussi énormément la différence, parce que quand on est dans le marketing ou dans la com, on va écrire des phrases, on va écrire des textes, on va écrire des slogans, on va faire plein de choses. Et qu'est-ce qui décrédibilise complètement à la fois un candidat, mais aussi une entreprise? C'est les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Donc, c'est un truc, ça peut se bosser maintenant. Il y a quand même pas mal de solutions online, il y a des formations, il y a des cours. C'est vraiment quelque chose qui fera à nouveau la différence. Une lettre de candidature ou un CV avec plein de fautes d'orthographe. C'est bleu, ouais. Hashtag Becherel, hashtag Larousse, hashtag Larousse. Je suis tout à fait d'accord avec le côté empathique parce que c'est hyper important de vulgariser. Je trouve que dans le digital, chaque domaine se professionnalise de plus en plus et devient de plus en plus difficilement accessible à ses collègues. Et c'est vrai que de savoir transmettre les choses et de comprendre les problématiques des autres, c'est travailler en bonne intelligence en fait. Et finalement, plus on avance, plus les dispositifs se professionnalisent, et plus c'est difficile et plus il faut apprendre à revenir là-dessus, quitte à parfois simplifier un peu les métiers, mais pour bien les faire passer finalement. Donc je suis vraiment d'accord avec ce côté-là. Clairement, c'est paradoxal. On voit que c'est des métiers qui sont quand même techniques. Hein. Souvent, ils sont perçus comme étant techniques. Et plus ça va et plus ça devient technique. Hein. Un data scientist, dedans quand même, bien sûr. Mais il faut que ces personnes-là soient en effet capables de parler avec n'importe qui et simplifier son langage tout en étant très performant d'un point de vue technique. Donc, il faut savoir jouer sur les deux tableaux. Et puis montrer aussi que son travail va lui apporter quelque chose. Par exemple, sur les réseaux sociaux, ce qui est génial, c'est quand on peut remettre justement, alors c'est data scientist niveau 1, mais voilà. Si on peut récupérer la data qu'on a sur les réseaux sociaux de commentaires et qu'on peut le réinjecter dans la partie produit, par exemple, conception de produit, ça c'est génial. Mais dans la réalité du terrain, c'est très difficile à faire. Mais si on peut réussir à le faire parce qu'on a créé un écosystème hyper fluide, là c'est génial parce qu'on va vraiment jusqu'au bout des choses, quoi. À vous écouter, compétences techniques, oui, mais les soft skills, plus. Quelque part, il faut vraiment avoir des capacités d'écoute, d'empathie, relationnelles. Alors oui, mais en faisant soi-même, en fait, c'est là, je trouve, qu'on va acquérir des compétences plus techniques, en fait. Oui, complètement. Mais il faut pas non plus les oublier. Il n'y a pas que la curiosité, il y a savoir vraiment mettre en place jusqu'au bout. C'est une question avec ce qu'on dit, mais quelles compétences faut-il avoir pour continuer les études en marketing digital? En complément de ce qu'on vient de dire. Alors, il y a toutes ces soft skills-là, mais il y a aussi donc, ces aspects techniques. C'est-à-dire être capable de monter une campagne, que ce soit emailing, SEO, SIA, être capable de comprendre du storytelling sur les réseaux sociaux, être capable de mettre en place un événement. Après, on ne peut pas tout connaître, mais je pense qu'il y a aussi une notion en marketing en com, qui est aussi une notion d'assembleur, trouver les personnes pour faire une équipe, et puis une notion de chef d'orchestre, où on peut avoir ses domaines de prédilection, mais il y a aussi à un moment donné, quand on veut continuer ses études, qu'on va faire une 4e année à MBA et tout ça, on va se destiner peut-être à des postes de responsabilité, et là, c'est-à-dire que là, on a un petit peu un rôle à la fois d'être capable de comprendre ou de faire une stratégie, puis d'organiser le travail. Donc vraiment, la notion de chef d'orchestre aussi, c'est un peu quelque chose d'important. Savoir gérer des projets, des gens, des équipes, ça compte. Pour ça, il faut pouvoir développer un langage au moins commun. Et on revient à la curiosité, on revient à l'aspect technique, mais même quand on n'est pas développeur, mais qu'on doit gérer des développeurs, il faut qu'on ait une base commune pour pouvoir communiquer. C'est-à-dire que même, je pense à certains étudiants qui ne sont pas du tout intéressés par l'aspect technique,
il faut au minimum qu'ils puissent gérer les équipes, donc parler ce langage commun. Pas savoir-faire, mais comprendre. Le chef de projet digital, qui est quand même un métier que l'on croise beaucoup aujourd'hui, qui est beaucoup demandé. Chef de projet digital, aujourd'hui, il doit être capable finalement de comprendre tous vos métiers, là, quelque part, et aussi d'aller comprendre les métiers qui sont plus techniques sur les aspects développement, vraiment codage pur et dur. Et puis, d'avoir un côté commercial, pardon, excuse-moi, parce qu'à chaque fois, il va y avoir cette notion d'empathie, de transversalité. Je vais aller discuter avec tout le monde, et je vais aller vendre, expliquer mon projet. Parce que c'est ça, un chef de projet digital, il faut qu'il aille voir le commercial pour dire « Ah, tiens, ton emplacement sur le site, ça va être ça plutôt que ça. La communication, le marketing, la technique, la direction, voilà. » Donc, il y a aussi ce côté un petit peu vendeur. Et moi, j'ai de temps en temps des étudiants qui me disent « Oh oui, mais moi, je fais de la com parce que je ne veux pas vendre. » Je dis « Mais non, tu vas passer toute ta vie à vendre. On est là pour ça déjà à la base, pour créer l'atmosphère, pour que derrière, on vende bien, ou l'image de marque. Et puis tu vas vendre tes projets, tu vas te vendre toi-même. Voilà. C'est important, c'est ça. La vente n'est pas ça. Hein. C'est avant tout trouver les moyens de résoudre le problème du client. Il faut vraiment le prendre comme ça. Et puis pour filer la métaphore que tu prenais tout à l'heure de chef d'orchestre, je trouve très intéressante, il faut aussi savoir lire la partition. Il faut comprendre la stratégie de l'entreprise, que ce soit la vôtre ou celle de votre client si vous travaillez en agence. Et plus vous serez fin dans votre compréhension de ça et de ces aspects stratégiques, et là ça va bien au-delà des aspects techniques du marketing, hein. On parle vraiment de où va l'entreprise dans son marché face à ses concurrents et ainsi de suite. Plus vous serez clairvoyant là-dedans et plus vous serez efficace en interne vis-à-vis de vos clients. C'est aussi important. Ce que vous disiez tous, c'était donner du sens finalement. Je donne du sens à mon action, je donne du sens aux gens qui travaillent avec moi en leur disant voilà, tu fais partie aussi de l'équipe, tu m'aides à faire ça et je t'aide à faire ça. Donner du sens. On revient à l'humain. L'humain est central. Ouais, les fondamentaux de la communication, donner du sens, créer du lien. Effectivement. Alors si on avait, là on va arriver probablement à la fin de notre table ronde. Si on avait si chacun vous aviez un conseil à donner à nos étudiants pour à la fois poursuivre leurs études en marketing digital et demain aller sur le marché du travail, à ceux qui veulent s'orienter vers ces métiers, quel conseil leur donneriez-vous? Moi, j'allais plus loin que le fait d'être actif des projets dont on a parlé, mais les informations qui font la différence, notamment dans mon domaine, on ne les trouve pas facilement, clairement. Donc, il faut aller avoir les bonnes relations, il faut aller sur les bons réseaux. Alors, il y a des groupes qui existent sur Facebook, il y a encore des forums qui sont dédiés au SEO. En gros, la connaissance de base que tout le monde peut avoir grâce à un bouquin, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc, il faut essayer de se créer ce réseau, il faut essayer de rentrer en contact avec des gens qui ont une expertise plus, il faut aller les trouver parfois, il faut poser des questions, ne pas avoir peur d'être bête, parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas poser la question, donc il faut aller chercher cette information plus parce qu'elle n'arrive pas toute seule. Jean-Gab ? Ça rejoint un peu ce que tu dis, en se disant que le digital c'est très déshumanisé et que ce qui fera la différence, selon moi, c'est le fait d'aller chercher un vrai contact humain. Je vous prends un exemple. Recevoir 90 emails dans une semaine pour demander des stages, ça n'aura aucun impact. Décrocher son téléphone pour demander s'il y a un stage disponible, ça peut en avoir un. J'ai fait des réponses très sympathiques à un certain nombre de personnes qui m'ont écrit. La seule personne qui m'a appelé, alors je ne pouvais pas prendre de stagiaire, mais je l'ai envoyé vers une autre boîte qui l'a rappelé et qui l'a ensuite embauché en stage. Donc sortez du digital quand vous le pouvez, rencontrez les gens, faites-vous un réseau. Faites-vous votre influence parce que c'est ça qui vous aidera à trouver un boulot demain et à trouver des clients potentiellement si vous êtes à votre compte. Et puis n'hésitez pas à proposer, parce que parfois on est dans un boulot, dans une boîte et c'est pas parfait par rapport à ce qu'on aurait souhaité, mais un boulot ça évolue, une entreprise ça évolue. Ce qui veut dire que si on est passionné par exemple dans le marketing digital par les podcasts et que la boîte en fait pas, n'hésitez pas à proposer. Voilà. Un boulot, moi j'ai jamais, quand je suis rentré dans un boulot, quand je suis ressorti c'était pas le même que ce pourquoi j'avais signé. Parce que voilà, faut pas hésiter, et souvent on a peur, en disant on va pas vouloir, voilà. Tester, essayer, proposer, et puis vous créerez peut-être le boulot qui vous intéresse comme ça. Exactement, se challenger tout le temps, et à la fois dans l'entreprise et à la fois pour soi en fait. C'est vraiment ça a quelque chose de grisant en fait, de vraiment toujours se mettre des défis, et comme tu disais tout à l'heure, le marketing digital ça évolue tout le temps. Donc de toute façon on sait que ce qu'on apprendra ici, dans 2 ans, ce sera obsolète et il y aura d'autres choses. Donc
Il n'y a pas d'acquis, donc autant aller tester des choses, voilà, d'oser, de se dépasser, c'est ce qui fait quand même la beauté de nos métiers aussi, quoi. C'est qu'on ne s'ennuie pas, on ne fait pas la même chose d'une année à l'autre, donc autant en profiter en fait. D'un début de carrière à la fin de carrière, là, il y a dans mon métier, les influenceurs, quand j'ai commencé, ça n'existait absolument pas, et aujourd'hui, ça devient un pan très intéressant du métier. Donc, je pense qu'on pourra faire une conférence avec toute seule sur les influenceurs. Sur les influenceurs, il y avait pas mal de choses à dire. Je pense que, Johan, si tu nous écoutes, je pense qu'on peut avoir une cinquième sujet de conférence à l'avenir sur les influenceurs. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure cette conférence. Merci d'être venu parler de vos métiers, de la diversité de vos métiers du digital et pouvoir donner tous vos conseils, vos trucs et astuces à nos étudiants. J'espère que tout le monde a apprécié, a pu avoir réponse à certaines de vos questions, voire probablement peut-être en susciter d'autres. En tout cas, voilà, tous les quatre, vous êtes aujourd'hui intervenants avec Digital School. S'il y a des questions complémentaires, voilà, peut-être en aurez-vous par ailleurs. Ouais, ça va chauffer ce soir. La Beltus, Make Digital School par ailleurs. Et voilà, donc Make Digital School, voilà, aujourd'hui propose différentes formations, que ce soit voilà, de la première année à la 5e année post-bac, sur voilà, du web marketing, du web design, du développement web pour vraiment répondre aux affinités de chacun, où on va aussi pouvoir former des chefs de projet digital qui vont être un peu les chefs d'orchestre de tout ce petit monde-là, et pour aller vraiment se spécialiser jusqu'à un Bac+5 grâce à des formateurs formidables. Heureusement. Ok. Merci d'être venu. On se donne rendez-vous pour la prochaine le 9 mars. On va faire donc une petite pause après 3 semaines de conférences autour du digital. On va faire une petite pause et on se donne rendez-vous le 9 mars pour parler de la digitalisation des entreprises. Encore vaste sujet et vaste besoin. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci. Merci à tous.